Bonjour à tous et donc bienvenue à ce webinaire qui va vous présenter le Digital Energy Challenge, donc qui est une des composantes d'un programme un peu plus global qui s'appelle la Digital Energy Facility, dont on va vous toucher un mot dans quelques instants. Donc je suis Clara Corner et je travaille pour le compte de l'Agence française de développement et donc je suis chargée de coordonner cette Digital Energy Facility. Donc cet après-midi, on va plus particulièrement vous présenter la catégorie opérateur de ce Digital Energy Challenge. Donc on peut passer au slide suivant sur les règles, voilà un peu pour opérer ce webinaire aujourd'hui. Donc, merci de bien couper votre micro pendant la présentation. Donc, pendant la présentation, vous pouvez écrire toutes vos questions dans le chat sur le côté. On va les noter et on y répondra au fur et à mesure. Et on a vraiment 30 minutes à la fin pour bien répondre à toutes vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas, elles seront, voilà, on va bien tout lire, et pas de perte en ligne. Et ce webinaire est enregistré actuellement et donc il sera accessible sur le site web de l'AFD. Voilà, donc on peut commencer, je pense. On a une vingtaine de participants. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc l'ordre du jour de ce webinaire est affiché. Donc on va d'abord vous présenter qu'est-ce que le challenge pour les opérateurs énergétiques en particulier. Donc c'est une des deux catégories. On va ensuite vous présenter les critères d'éligibilité de ce challenge. On aura ensuite 15 minutes pour vous présenter pourquoi s'inscrire au challenge, quels sont les avantages pour vous. On vous présentera de manière très concrète comment déposer votre candidature. Et enfin, on a vraiment 30 minutes à la fin au moins pour les questions et les réponses. Voilà. Donc, nous avons coupé les micros par défaut. Oui, je pense. C'est une question qui vient d'être posée. Voilà, mais vous n'hésitez pas à écrire dans le chat en fait vos questions. Voilà, et je vais laisser mon collègue Cédric Joseph Julien vous présenter la facilité Digital Energy. Bonjour à tous. Donc, comme Clara l'indique, je suis Cédric Joseph Julien. Je suis chef de projet au sein de la division énergie et je m'occupe également avec plusieurs autres collègues d'animer en fait cette session. Donc, je vais vous présenter en fait en 2 slides cette facilité. Cette facilité a pour objectif de soutenir la digitalisation et la modernisation du secteur de l'énergie. C'est un programme qui est financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'AFD. Elle vise avant tout à financer des projets et des produits d'innovation numérique dans le secteur de l'énergie. Cette facilité offre une gamme complète d'instruments assez complémentaires pour soutenir les opérateurs énergétiques et les startups dans leurs différents processus de digitalisation. Cette facilité a plusieurs composantes, hein, des composantes de projets d'assistance technique, d'appel à projets, d'opportunités de travail en réseau et également de financement d'amorçage. En tout et pour tout, cette facilité compte un budget d'à peu près 23 millions d'euros et les pays qui sont majoritairement éligibles à l'aide publique au développement sont les principales cibles de cette facilité, avec également un focus particulier sur les pays d'Afrique. Je vais demander à ce qu'on puisse passer au slide suivant. Alors, en fait, l'équipe de Digital Energy Facility, tout en bas, c'est moi, au niveau de l'AFD. On retrouve Anne-Sophie Racoutz et Cyril Renaud. Bien sûr, nous sommes appuyés pour la gestion de cette facilité par Clara, notre charmante modératrice, et ceux qui s'occupent également de la supervision du challenge. Donc, en fait, on a le duo Enea Consulting et ATS APAV. C'est pourquoi, désormais, je cède la parole à Georges ou Georges. Georges, pardon, j'ai essayé avec l'accent espagnol, mais ça ne marche pas. Je vous laisse prendre la suite. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc moi je suis Georges Rollin, je travaille chez AETS Consultant. Et je vais vous présenter donc, quelques slides pour vous
qu'il y ait ce challenge donc dirigé vers les opérateurs énergétiques. Donc, je ne sais pas si vous l'avez noté, donc il y a 2 challenges dans ce programme, hein. Un qui est dirigé vers les startups et un donc vers les opérateurs énergétiques. Donc l'objet de ce webinaire, c'est les opérateurs énergétiques. Alors comme on l'a déjà dit, ce challenge, c'est une composante majeure de la Digital Energy Facility, qui comprend d'autres, au moins 2 autres, si je ne me trompe pas, composantes. Alors, les objectifs. Donc, il s'agit de promouvoir des innovations ou des modèles d'affaires numériques ou digitaux qui ont 2 objectifs principaux, donc favoriser l'accès à l'énergie ou améliorer les performances et la qualité de service des opérateurs énergétiques. Alors, donc, cet appel à projet dont on parle aujourd'hui, c'est un appel à projet donc, qui a donc un horizon là, pour vous devez répondre pour le 30 juin. Et c'est un programme qu'on va répéter les 3 années suivantes. Donc, il y aura 4 appels à projet. Donc, vous participez à celui-ci et puis aux 3 suivants, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, donc, comme je l'ai dit, il y a une catégorie pour les startups dont on ne parlera pas. Hein. Donc, on a déjà parlé ce matin dans d'autres webinaires. Et donc, un challenge dirigé vers les opérateurs énergétiques, ce dont je vous parle maintenant. Donc, on a donc pour les opérateurs énergétiques pour 2021 et pour les années suivantes également, donc par an, le budget est de 1 million d'euros à répartir entre 2 à 3 opérateurs énergétiques, c'est-à-dire qu'on va sélectionner 2 à 3 projets parmi toutes les candidatures qu'on aura reçues, et donc selon les projets, donc le budget de 1 million sera réparti en 2 ou en 3. Donc on vise l'Afrique subsaharienne, tout ce qui est sous le Sahel, hein, voilà. Donc du moins pour 2021, hein, 2022, on verra la géographie, elle sera certainement modifiée, enfin, très certainement. Donc toute l'Afrique subsaharienne, incluant l'Afrique du Sud, jusqu'au bout. Voilà pour ce slide. Vous avez des questions, on va passer à la suite. Alors, donc le calendrier. Alors le programme a été lancé, enfin le challenge a été lancé le 6 avril 2021, donc pas très longtemps. Vous devez répondre donc avant le 30 juin en téléchargeant le dossier de candidature, donc tout ça en ligne. Vous avez reçu les liens adéquats, donc vous téléchargez et donc vous avez un dossier à compléter et tout doit être donc en ligne avant le 30 juin 2021. Donc pendant tout ce laps de temps, n'hésitez pas à nous poser des questions donc à l'adresse qui a été indiquée, hein, donc contact digitalenergychallenge.com. Enfin, je ne sais plus exactement, je crois que c'est afd.digitalenergychallenge.com. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, quel que soit le doute que vous avez, hein, même sur les critères, par exemple, hein, qui peuvent être sujets à interprétation. Donc, on va commencer, nous, à analyser les candidatures au fur et à mesure qu'elles arrivent. Hein. Donc, c'est la partie en dessous. Ensuite, une fois que donc, la date du 30 juin est passée, donc, on va sélectionner les dossiers avec un comité de présélection composé d'un certain nombre d'experts adéquats. Ensuite, il y aura des entretiens avec certains candidats, puis une sélection définitive. Pour une remise des prix qui aura lieu à fin septembre. Alors la remise des prix, on ne sait pas encore comment ça va se passer, si c'est
tout dépendra du contexte sanitaire à cette époque. Et ensuite, il y aura, a priori fin novembre, mi-novembre plutôt, donc ce qu'on appelle en anglais un bootcamp, donc on réunira les gagnants du challenge Utility avec les gagnants du challenge Startup, et on aura donc des ateliers de 2 à 3 jours où on pourra échanger aussi entre vous et les startups. Et puis, donc ça se fera, c'est encore à définir, hein, graphiquement, certainement en France, hein, mais on vous donnera les détails par la suite. Voilà, donc voilà pour le calendrier. On peut passer au suivant. Alors, donc, l'objectif, c'est de récompenser des partenariats publics-privés. Donc ça, c'est très important. Donc, il y a l'opérateur énergétique. Hein, donc, on verra la définition là, tout de suite. Mais donc, le gagnant sera donc un projet qui fera intervenir donc à la fois un opérateur énergétique et puis donc une entité privée qui fournira la technologie innovante qui permettra de réaliser le projet. Alors, la définition d'opérateur énergétique, c'est donc un opérateur public, première chose, une société ou un organisme public de d'électricité. Donc, là, on dit distribution, mais en fait, il faut le comprendre au sens général. Hein. Ça peut être très bien transmission, hein, voilà, ou génération. Donc, un organisme public qui travaille dans l'électricité. Alors, ça peut être une compagnie verticalement intégrée, donc ce qui est assez souvent le cas en Afrique, mais aussi donc des opérateurs donc déjà comment dire spécifiquement producteurs ou qui gèrent un réseau de transmission ou un distributeur d'électricité. Aussi des opérateurs de mini-réseaux donc non connectés publics. Des opérateurs de systèmes indépendants, il n'y en a pas beaucoup en Afrique, mais il y en a. Des power pools, tels que le WAP, le SAPP, des organismes comme ça, régionaux. Des régulateurs d'énergie, par des pays maintenant, hein. Et puis des agences d'électrification rurale également, et des organismes publics chargés de la préservation des ressources en biomasse. Donc voilà, donc, ce qu'il faut retenir ici, on vise donc des organismes publics. Les opérateurs privés d'énergie sont exclus de ce challenge. Alors, les fournisseurs de technologies ou services innovants, alors, on a défini des critères, donc des entités qui ont plus de 5 salariés, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros annuels et qui ont moins de 15 années d'existence. Alors, le 15 années d'existence, on a déjà parlé plusieurs fois, on peut être flexible là-dessus et on pourrait envisager donc des entités qui auraient, par exemple, je sais pas, développé comment dire, un nouveau secteur innovant qui lui-même aurait une existence inférieure à 15 années. Donc, on pourrait regarder au cas par cas ce critère. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions par rapport à votre dossier et on y répondra. Ensuite, alors, donc ça, je l'ai déjà dit, donc plus ou moins. Donc, ceux qui ne sont pas éligibles, donc toute société ou organisation privée du secteur électricité, donc on appelle les IPP, hein, par exemple, opérateurs de champs d'éoliennes ou de centrales hydrauliques privées, enfin, etc. Ensuite, les acteurs du marché électricité qui ne posséderaient aucun actif. Voilà. Alors, il y a peut-être des cas particuliers, hein, donc de nouveau, n'hésitez pas à nous demander. Ensuite,
les projets qui ne sont pas éligibles, alors tout ce qui est voilà, centrale au charbon, fuel, diesel, donc tout ce qui en fait fait intervenir l'exploration ou la production ou le stockage d'énergie fossile pour produire de l'électricité. Voilà, ça c'est bien clair. Voilà. On peut passer au suivant, à moins qu'il y ait des questions déjà. Peut-être, Georges, il y a une question. Il y a une question de Jean-Baptiste Lenoir dans le chat, on peut peut-être y répondre. Il veut une confirmation qu'un opérateur privé qui installe des systèmes solaires domestiques n'est pas éligible. Un opérateur Un opérateur privé qui installe des systèmes solaires domestiques. non, clairement, là, je ne vois pas comment. Ça, c'est clairement non. Si je peux me permettre aussi, donc Olivier d'Enea, on travaille de concert avec Georges sur l'organisation et le management de ce challenge. Et donc, on va aussi aider AETS dans l'analyse des candidatures qui vont arriver au compte-gouttes. Et donc, pour cette question en particulier, alors des fournisseurs de kits, par exemple solaires et de kits SHS, eux-mêmes, s'ils postulent indépendamment au Challenge Utilities, forcément ne seront pas éligibles, puisque déjà on parle de challenge qui mettront en avant, d'un challenge qui mettra en avant des projets de partenariat. Et en revanche, ce qui peut être tout à fait envisageable, c'est qu'un tel acteur s'associe à un utility pour aller toucher des populations rurales qui ne sont pas servies par le réseau, mais qui pourraient l'être dans le futur. Alors, ça peut être des mini-grids qui seront indépendants au début et puis qui seront ensuite raccordés au réseau principal, ou ça peut être des fournisseurs donc de kits solaires qui viennent ou de produits solaires qui sont des upgrades, donc par exemple des produits, des équipements qui consomment plus d'énergie, qui viendraient servir les besoins de ménages ou de clients qui sont déjà connectés au réseau national, mais qui n'ont pas le pouvoir de financement et qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes qui ne peuvent pas se payer tout seuls indépendamment ces kits-là. Et donc, on pourrait imaginer un système de pay-as-you-go qui permettrait en même temps de financer ces équipements. Oui, mais là, je relis la question. Il est bien clair que le bénéficiaire, on a listé ici, ça doit être un opérateur énergétique, un opérateur énergétique dont on a fait la liste ici nationale. Si on fournit des kits à des clients domestiques, je ne vois pas comment on peut faire intervenir en tant que bénéficiaire l'opérateur énergétique national. Je ne sais pas, il y a peut-être un schéma à réfléchir, mais là, comme ça, je ne vois pas de solution pour rentrer dans le cas. Hein. Mais je sais pas. Donc, a priori, je dirais non. Mais... Parce que le bénéficiaire ce seront les clients domestiques. Quoi. Donc, oui. Non, mais je pense que c'est le sens de la question. C'est comment réussir à toucher un bénéficiaire final, mais dans le cadre d'un projet qui sera un projet de partenariat avec un opérateur public. Ouais, voilà, la subvention ira à l'opérateur public, de toute façon. Oui. Il faut trouver le schéma. On a deux autres questions sur ce slide de Fabien Viennot. Est-ce qu'un consortium regroupant un opérateur énergétique public et plusieurs sociétés pour arriver à une solution innovante est éligible? On n'a pas envisagé ça. Je veux dire technologie provider au pluriel, quoi. C'est ce que je comprends, que le caractère un peu je ne vois pas pourquoi l'interdire, moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, c'est une... oui, pourquoi pas. Il pourrait y avoir effectivement deux composantes dans le projet qui seraient fournies par deux entités spécialisées distinctes. Oui, on peut imaginer une technologie et puis un autre acteur qui viendrait, lui, faire la formation ou dispenser des services plutôt. On n'a pas forcément imaginé ce cas de figure dans les critères parce que ce sont des cas de figure très spécifiques,
Mais encore une fois, on vous invite à soumettre de tels dossiers, de tels projets, et l'analyse se fera au cas par cas. Et il y a toujours un petit peu de flexibilité, hein, ce ne sont pas des critères gravés dans le marbre. Non, ouais, je Voilà. vois pas de problème particulier là-dessus. Hein, pourquoi pas. Ouais. Il y a aussi une question sur le nombre de salariés. Alors, la question est comment contourner le nombre de 5 salariés minimum. Je sais pas, on ne va pas vous conseiller de contourner, mais c'est une règle, oui, qu'on s'est fixée pour les services providers. Il faut recruter, tout simplement, je dirais. C'est ça, malheureusement. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Il y a 2 autres questions. Donc de Toki Zatovo Nirina, le mix énergétique fait-il partie du projet type hybride solar Genset? Je ne sais pas si vous voyez la question. Je trouve la question est un peu à préciser, mais Ouais. La personne qui a posé la question, est-ce qu'elle pourrait préciser sa pensée? Parce que là, c'est un petit peu général, Ouais. je trouve. Après, si vous voulez même, encore une fois, n'hésitez pas, je vous ai mis dans le chat l'adresse mail à laquelle envoyer vos questions. Si vous voulez, si vous voulez présenter votre projet de manière plus précise, donc je vous la remets tout de suite dans le chat. C'est contact@afddigitalenergychallenge.com. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions là si on n'y répond pas maintenant, ou si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps pour préciser mieux votre question. Mais attends, là, en tout cas, de façon plus générale, je dirais, si, comment dire, la question c'est d'améliorer le mix énergétique, c'est-à-dire de favoriser le pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix, bah, clairement, oui, c'est le but, c'est l'un des buts, quoi. Voilà. Alors, il vient de préciser que le projet est de type hybride, mix de sources thermiques et solaires. Du coup, est-ce que c'est éligible? C'est ça que je comprends. Oui, bah, oui, il peut y avoir des cas où effectivement, on peut avoir dans des microgrids, par exemple, où on peut avoir besoin de génération d'appoint pour les pointes qui seraient diesel. Ça exclurait pas le projet, non? Au contraire, et peut-être qu'on peut justement passer à la slide suivante pour parler du scope thématique qui répondra aussi à cette question. Ok. Justement, là. Voilà, donc pour 2021, alors, dans le cadre du projet de 4 ans, on a défini un certain nombre de thèmes. Hein, je crois qu'il y en a 7 ou comme ça, je ne sais plus, 6 ou 7. En tout cas, pour 2021, on a défini trois thématiques principales. Donc, la première, c'est l'accès universel à l'énergie grâce à des solutions non connectées au réseau principal, hors réseau innovantes, des systèmes autonomes ou des solutions réseau. Donc, en fait, tout ce qui favorise l'accès à l'énergie de zones qui ne sont pas du tout aujourd'hui couvertes ou très peu couvertes. Ensuite, U2, l'amélioration de la gestion du réseau électrique et de la qualité de service. Donc, en particulier pour la réduction des pertes techniques ou non techniques, des coupures d'énergie, et aussi donc tout système qui permettrait d'améliorer la qualité des services en général, hein, par exemple le niveau de tension fourni ou le niveau d'harmonie et le niveau le nombre d'interruptions ou la durée des interruptions par exemple. Donc, voilà. Le troisième thème, donc, toute solution permettant d'améliorer le taux de renouvelables dans le mix énergétique, donc justement on en parlait. Donc alors toujours pareil, autour de digitalisation des outils numériques pour améliorer donc, le taux de NR connecté, énergie renouvelable connectée au réseau, pour gérer les sites de production d'énergie renouvelable. Et puis aussi donc pour améliorer la flexibilité du réseau de façon à prendre en compte ces énergies renouvelables qui sont en fait
le problème des renouvelables, c'est l'intermittence, hein, qui sont intermittentes, voire parfois difficilement prévisibles en termes de production. Donc voilà, donc ces 3 thèmes sont sélectionnés, choisis pour les projets de 2021. L'année prochaine sera différent. Donc voilà les thématiques dans lesquelles vos projets doivent s'inscrire. Alors bon, les frontières ne sont pas non plus gravées dans le marbre, donc au moindre doute pour rentrer là-dedans, n'hésitez pas à nous demander. Et puis, alors concentrez-vous sur un des 3 thèmes. Si votre projet en adresse 2, essayez de focaliser la réponse sur une thématique, hein, même si après ça déborde sur une autre, hein, bien sûr. Voilà. Et je compléterai, j'ajouterai que là, on donne des listes qui sont des listes non exhaustives, et puis on donne plus de détails encore dans le règlement du challenge que vous pouvez trouver en téléchargeant le dossier de candidature sur le site internet du challenge. Donc, n'hésitez pas à consulter ce document qui est vraiment le document de référence qui vous donnera des pistes plus claires peut-être sur les différents types de solutions, de services, de technologies qui peuvent être éligibles. Et puis voilà, comme vient de le dire Georges, on a conscience que ces critères, ces exemples ne reflètent pas forcément la réalité et la diversité de tous les projets qui peuvent exister. Donc, il y aura d'une part un peu de flexibilité et puis, bien sûr, de l'ouverture vis-à-vis de ce qui peut être proposé. Des questions? Il y a une question de Shayaou Adamou Ousmane. Je voudrais savoir si une solution mettant à disposition des données numériques pour faciliter l'accès à l'énergie des ménages et des entreprises et qui est portée par une institution publique sans s'associer à un privé est éligible. Donc ce que je comprends, ça veut dire… Ouais. Ça voudrait dire que le bénéficiaire est capable seul sans provider, c'est ce que je comprends. Est-ce que peut-être vous pouvez préciser ce que vous entendez par institution publique sans s'associer à un privé? Il faudra bien. Peut-être qu'on peut ouvrir le micro, ou je ne sais pas si c'est possible. Oui. Peut-être qu'ils veulent dire qu'ils vont acquérir la solution, mais sans forcément faire un partenariat, quoi. Acheter, je ne sais pas, quelque chose qui existe déjà sur le marché. A priori, non, puisque nous, on vise un partenariat public-privé, donc on veut quand même favoriser l'intervention d'un partenaire privé. Si vous voulez, vous pouvez prendre la parole, Shayaou Adamou Ousmane. Vous devriez pouvoir mettre votre micro on pour nous expliquer peut-être. Voilà. Alors, merci pour la présentation et les éclaircissements. Justement, en fait, ce que je voudrais dire à travers cela, c'est une solution en fait qui va permettre, en tout cas aux acteurs, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, tous les consommateurs, ceux qui en fait ont besoin des services énergétiques, de mettre à leur disposition en fait toutes les données nécessaires, c'est-à-dire les technologies, les solutions, parce que généralement les gens ils se perdent, ils ne savent pas quoi utiliser. Une entreprise, par exemple, qui est dans l'agroalimentaire, et n'étant pas spécialistes du domaine, ne savent pas en fait telle solution existe et comment l'utiliser et tout ça. Et si c'est des ménages aussi, pour par exemple l'électroménager, telle solution existe, telle solution renouvelable par exemple existe, ou en tout cas d'énergie propre existe, et en tout cas quels sont les avantages liés à ça et comment y accéder et quoi prendre, que ce soit en tout cas les sociétés privées, les industries aussi. Il y a des solutions peut-être moins chères, plus renouvelables, plus intéressantes pour eux. Tout ça, mettre en place en tout cas de façon numérique et où tous ces acteurs-là peuvent accéder à ce qu'il leur faut, en tout cas selon leurs besoins. C'est de ça que je parle. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de forcément s'associer à un fabricant particulier. Et tout ce qui est disponible, en fait, selon l'expertise que l'institution publique a, et de faire le contrôle de qualité, de mettre à disposition en tout cas les solutions qu'il faut. Et c'est de ça que je parle là. Je suppose que je dis.
C'est bien ça. D'accord. Et vous parlez vous-même au nom d'un opérateur? Quel opérateur? On peut savoir qui Donc voilà, je parle d'une institution publique qui opère dans le secteur de l'énergie, qui est quelque part, c'est son attribution aussi, en fait, en tout cas, d'accompagner les utilisateurs, en fait. D'accord. Et vous sauriez faire, donc, mettre en place ce type de projet sans appui d'un partenaire qui vous assisterait dans ça. Vous sauriez comment faire pour mettre en place ce genre de solution par vous-même, quoi. C'est ça? Oui, justement, quoi. Donc, quelle que soit la solution, par où elle se trouve ailleurs, que ce soit au niveau national ou au niveau international, d'amener en fait les utilisateurs à être en contact avec ces solutions-là en fait énergétiques. C'est ça l'idée en fait. Si j'ai bien compris, cette solution, ce serait plus une plateforme d'information et de mise à disposition transparente de données pour les ménages sur le marché, sur ce qui est disponible. Justement. Voilà, donc je comprends que ce soit porté par une institution publique. Oui. Mais voilà, dans le cadre de notre challenge, pour revenir un peu à nos critères, voilà, l'idée, c'est vraiment de promouvoir des partenariats publics-privés et d'avoir un opérateur privé qui viendra soutenir cette entité publique. Et donc, c'est tout à fait imaginable dans le cadre, oui, de l'implémentation d'une plateforme qui s'intéresse à des outils énergétiques, d'accès à l'énergie. Et donc, cette plateforme, elle doit être numérique, mais elle doit être mise en œuvre par un utility, un opérateur énergétique, en partenariat avec un fournisseur voilà, d'informations, de technologies, de services privés. D'accord, merci. Bien noté. Merci. Je pense qu'il y a moyen de trouver un partenaire intéressé et qui amènerait une plus-value à ce genre de projet. D'accord. D'accord. Donc, on peut sûrement passer à la suite. Oui, oui. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. OK. Alors, les critères de sélection, donc, il y a deux critères très importants. Donc, local, donc, c'est-à-dire, ben, ça va presque, ça va de soi, quoi, hein. Donc, il faut que le projet soit local. Donc, on parle d'une utility d'un pays donné pour un projet dans le pays. Voilà, donc ça c'est facile. Numérique, alors ça on en a déjà parlé. Donc il faut que la technologie numérique donc, soit une composante importante de la valeur du projet et de la solution. Hein. Donc soit dans la technologie elle-même, soit dans le modèle d'affaires, que la composante numérique ou digitale ou digitalisation soit au cœur du projet proposé. Voilà. Alors, donc là, de façon très synthétique, là, comment on prendra en compte les différents critères. Donc, on attribuera une note donc, entre 0 et 5 au caractère innovant du projet. Donc, cette note pèsera pour 7. Donc, 7 fois 5, 5. Donc, sur un total de 100. Ensuite, il y aura une note alors, juste pour dire, donc, innovant, donc, il faut voir ça comme soit un projet intrinsèquement innovant en lui-même, donc qui n'a jamais été réalisé auparavant, soit un projet qui est innovant au sens où localement, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui a pu être fait par ailleurs, mais qui, dans le pays ou dans le contexte donné, est innovant. Ensuite, l'impact
Donc là aussi, une note entre 0 et 5, donc là pour un poids de 8. Donc voilà, donc l'impact, il y a trois critères, hein, la réplicabilité, l'évolutivité du projet, la réponse à des problématiques non résolues jusqu'à aujourd'hui, et puis donc l'impact lié à la création d'emplois, aux émissions de gaz à effet de serre, à l'autonomisation des femmes, à l'éducation et à l'environnement. Donc là aussi, une note entre 0 et 5, donc, qui pèsera un petit peu plus, 8 fois, donc 40 points. Et un troisième critère de priorisation, il y a l'économie et le risque. Donc, base économique du projet, l'équipe d'experts impliqués, le plan de mitigation, de réduction des risques, la résilience des crises. Donc, par exemple, on est toujours dedans la crise liée au Covid-19, les risques ESG. Ça, donc, également 5 points. Et donc là, pour un poids de 5. Donc, tout ça pour arriver à un total de 100. Et voilà pour la priorisation que l'on fera sur les différents projets. Donc, cette note nous sera communiquée à l'issue. Vas-y, David. Oui, en effet, c'est une note qui sera communiquée aux projets qui auront été qualifiés pour le comité de sélection final. Et donc voilà, il y aura des projets, si on reprend un peu le fil de la discussion, on a évoqué des critères d'éligibilité et des critères voilà, de qualification pour la première phase, qui est la phase d'analyse des différentes candidatures. Et ensuite, il y aura cette phase d'analyse avancée. Et c'est à ce moment-là que nous analyserons de plus près les candidatures et qu'une note sera finalement donnée par le comité de sélection et sera renvoyée aux différents projets qui auront été shortlistés. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de transparent, d'objectif, qui vous permette de comprendre la note un peu technique de votre candidature et de comprendre là où des progrès peuvent être faits peut-être pour l'année suivante si vous voulez repostuler au challenge. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une question juste de Étienne Ariol-Pavot qui dit « J'aimerais savoir qui devra trouver le partenaire privé ». Alors, si l'utility n'en a pas, on peut les aider. Donc, ça, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que nous soumettent leur idée et on peut éventuellement leur suggérer des partenaires potentiels intéressés. On peut. Oui, alors dans la limite où ce sera vraiment très impartial, je dirais, et neutre. C'est ça, oui. On n'a pas vocation à créer des partenariats nous-mêmes, vu qu'on est partie prenante de l'organisation de ce challenge. Donc voilà, si on veut rester neutre jusqu'au bout et objectif par rapport à la qualité des candidatures, on pourra vous donner accès finalement au contact des personnes qui auront manifesté un intérêt et qui auront écrit au consortium, à l'organisation du challenge, en disant justement je suis un opérateur énergétique et j'aimerais être mis en relation avec des partenaires fournisseurs de technologies ou de services innovants privés. Et là, nous pourrons vous donner une liste de personnes à contacter parce qu'elles nous auront déjà, elles aussi, par ailleurs, dit qu'elles étaient intéressées pour une mise en relation avec un opérateur énergétique. Mais voilà, on n'entrera pas dans plus que ce qu'on peut, les conseils qu'on peut vous donner sur le processus de candidature. Voilà, on n'écrira pas le dossier de candidature pour vous et on vous laissera ensuite prendre contact avec les personnes responsables de part et d'autre pour monter un projet qui soit pertinent au vu des critères du challenge.
Voilà, oui. Le choix du technologie provider vous appartient. Exactement. Comme disait Olivier, il faut qu'on reste impartiaux, donc on peut vous assister, vous aider, mais dans la limite de l'impartialité qu'on nous a vu. Hein. Je pense que c'est bon. Enfin, vous pouvez passer à la suite. OK. Donc, pourquoi postuler à l'appel à projet? Donc, déjà, L'Oréal recevra une récompense financière très substantielle, donc qui ira de 100 000 euros à 700 000 euros selon le projet qui sera soumis. Donc, en plus de cette récompense financière, donc, il y aura une assistance technique. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Donc, ça, donc, on vous soumettra, on vous proposera une liste de partenaires potentiels à même de faire cette assistance, donc en fonction du type de projet, bien sûr, et vous choisirez. Donc, vous apportera aussi de la visibilité et d'éventuelles synergies avec les lauréats de l'autre challenge, le challenge Startup, pour des projets futurs, par exemple. Donc, l'assistance technique pourra aller jusqu'à 18 mois après l'attribution du projet. Une fois que vous serez défini comme gagnant, vous aurez donc une assistance qui pourra aller jusqu'à 18 mois après cette date. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura un atelier commun qui est Startup, donc, qui favorisera d'éventuelles synergies entre vous et les startups qui auront donc aussi été gagnantes de leur concours spécifique. Ensuite, une visibilité accrue grâce à diverses campagnes de communication qui auront lieu suite à l'attribution. Voilà. Et puis, donc, et même si vous ne gagnez pas cette année, je dirais, n'hésitez pas en tout cas à participer parce que je dirais ça vous montrera fortement et certainement vos chances pour le challenge de l'année suivante. Quoi d'autre? Voilà, là j'ai rien Pardon, d'autre. mon micro est J'ai pas coupé. d'idée spéciale là-dessus. Olivier, peut-être que tu peux compléter Oui, non, je deux derniers points. Je pense que tu as tout dit. Et en effet, c'est un message qu'on donne à toutes les personnes qui postulent ou qui ont émis l'idée de postuler au challenge cette année. C'est que voilà, les bénéfices, certes, sont importants pour la shortlist et le petit nombre de lauréats finalement par rapport à tous ces potentiels candidats. Et donc, il y a une source de financement qui est non négligeable. Mais voilà, ce qui importe aussi, c'est de comprendre l'écosystème, de voir prendre les premiers contacts avec des partenaires privés pour d'une part, des partenaires publics d'autre part, être voilà, au fait des innovations, notamment digitales, numériques, qui accompagnent les transformations du secteur de l'énergie. Voilà, c'est l'occasion pour vous par l'intermédiaire, par exemple, de ces webinaires, d'autres rencontres que nous pourrons organiser, d'échanger avec des personnes, des experts, des professionnels de secteurs qui peuvent être complémentaires aux vôtres, et puis même d'échanger au-delà de votre pays où vous travaillez, sur le sous-continent subsaharien, l'Afrique subsaharienne. Donc, on vous invite, quelles que soient vos interrogations et les difficultés que vous rencontrez pour monter un projet. On sait que ce n'est pas facile voilà, même en 3 mois, là, et cette fenêtre qui est assez large, de convaincre un partenaire, qu'il soit public ou privé, dans un sens comme dans l'autre.
et d'avoir quelque chose qui soit prêt à soumettre à ce challenge. Donc, c'est pour ça, comme Georges le disait, que ça peut être l'occasion de faire émerger des idées, de planter cette petite graine qui permettra dans le futur d'avoir un réel projet à porter quand on sait que le challenge, le Digital Energy Challenge, va courir sur 4 ans. Donc, si ce n'est pas pour cette année, il y aura de grandes chances que vous puissiez participer à nouveau l'année suivante et que votre projet corresponde aux critères qu'on a définis. Il y a de nouvelles questions. En cas de succès à ce challenge, cette dotation est-elle cumulable avec d'autres participations de l'AFD? Alors, ça, c'est une question pour Cédric ou pour toi, Clara. Alors oui. En tout cas, oui, c'est possible. Ouais. Oui, Cédric, je confirme. voilà. Oui. Pardon. Pardon, je cherchais mon micro, mais oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, il y a une question de Toki Zatovo Nirina concernant l'assistance technique pour le schéma suivant. Opérateur local plus fournisseur de technologie. La question est, est-ce que l'assistance vient du fournisseur de technologie par l'intervention de l'AFD ou c'est l'AFD qui choisit directement donc l'assistance technique? Non, c'est l'opérateur qui choisira parmi la liste qu'on va lui suggérer l'assistance technique qui lui convient. Ça, il y aura une validation finale par l'AFD. Et pour information, les fournisseurs d'assistants techniques ne comprendront pas ni ENEA ni AETS, puisqu'on est partie prenante, encore une fois, de l'organisation de ce challenge. Donc, pour éviter tout conflit d'intérêts, on ne sera pas éligible à l'assistance technique, si j'ose dire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ces avantages, on peut passer à la slide suivante qui... alors, peut-être que je peux rapidement la parcourir. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment pour vous dire en quelques mots que les ressources qui sont mises à votre disposition, donc c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, vise à vous aider à facilement postuler. Alors, vous avez des indications détaillées dans le formulaire de candidature qui sont là pour guider les réponses aux questions. Donc, encore une fois, on vous invite à aller télécharger ce dossier de candidature pour, si ce n'est pas déjà fait, pour vous familiariser avec voilà, les informations, les questions qui y figurent. Et donc, voilà, on est encore disponible pour répondre à des questions même très, très spécifiques sur la question 33, par exemple, du questionnaire. J'ai du mal à la saisir. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Donc, on sera bien sûr disponible pour répondre. Et il y a ce document de FAQ qui est disponible directement sur le site web et qui est mis à jour régulièrement et qui le sera après cette session qui, voilà, comme les autres sessions du jour, est riche en questions et ça nous permettra voilà, de mieux vous guider, mais directement sans avoir à intervenir par mail. Donc ensuite, pour les lauréats, maintenant, les contraintes, on essaie de les minimiser au maximum, si j'ose dire, avec des modèles de documents, des proformas. Donc sur le document de reporting qui sera demandé, un reporting biannuel, voilà, ce document sera fourni. Le modèle de convention de subvention est aussi accessible via le téléchargement du dossier de candidature. Voilà, l'idée, c'est, même si voilà, aujourd'hui rien n'est joué, c'est de voilà, prendre connaissance des termes légaux et de tout ce qui est attendu dans le cadre du partenariat et du financement qui viendra récompenser les candidatures retenues. Et un dernier point, c'est que les projets, comme l'a dit Georges, l'assistance technique, mais pas seulement l'assistance technique, c'est finalement le suivi du projet, sera très rapproché et se fera jusqu'à 18 mois après la cérémonie de remise des prix. Voilà, le but, ce n'est vraiment pas de donner une enveloppe de 500 000 euros d'un coup et de dire, voilà, vous débrouillez avec et puis on espère que ça fonctionnera. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près du projet, de
déjà fixer, c'est l'objet du deuxième point, des objectifs au préalable, des jalons qui permettront de débloquer les fonds en fonction de l'atteinte d'objectifs. Et donc, voilà, tout ça sera fixé, sera gravé dans le modèle de convention, enfin dans la convention de subvention. Et le suivi sera fait voilà, tous les 6 mois, tous les 3 mois, si besoin, pour appuyer le projet. Très bien. Et donc, alors, est-ce qu'on a des questions en plus qui nous arrivent? Il y a une question de Christelle Michael Ditche-Nouessa. Il est promoteur d'ETS Enersol au Cameroun, donc énergie solaire du Cameroun. Il dit: j'ai écrit un projet d'électricité rurale pour les zones rurales. Est-ce que les entreprises privées sont éligibles? Les technologies providers, oui, mais pas les opérateurs énergétiques. Alors, j'ai du mal à saisir la question. J'ai écrit un projet moi aussi un petit peu. Pour les zones rurales, ok. Et est-ce que les entreprises privées sont éligibles, peuvent être éligibles? Écoutez, oui, si elles sont, encore une fois, si elles postulent en partenariat avec des opérateurs énergétiques publics, ou si votre projet ou votre entreprise est plutôt une start-up, finalement, ben, on vous conseillera d'aller visiter la page du challenge pour start-up et de prendre connaissance des critères d'éligibilité, et peut-être que votre projet correspondra mieux au challenge startup plutôt qu'au challenge utilities dans ce cas. Il y avait du coup une question aussi un peu plus tôt sur justement les startups, est-ce qu'elles sont éligibles? Alors les startups, c'était une question de Adeshi Loukman. Est-il possible pour une startup en Afrique de l'Ouest dans les énergies renouvelables de vous soumettre son projet pour bénéficier d'un accompagnement technique et ou financier? Oui, mais pas dans le cadre de cette catégorie opérateur, c'est dans le cadre de l'autre catégorie du challenge qui est la catégorie startup. Et je vais vous remettre dans le chat la page donc, qui est sur le site afd.fr, à laquelle vous pouvez tout trouver sur le challenge startup. Donc je vous la remets tout de suite dans le chat. Il y a 2 autres questions. Une première de Toki Zatovo Nirina. Sur les projets retenus de mêmes caractéristiques mais venant de divers pays, y aura-t-il une même balise par rapport aux objectifs, ou y aura-t-il une évaluation du contexte du pays pouvant influencer sur ces objectifs? J'ai pas bien saisi. Je pense que j'ai compris, mais oui, alors dans tous les cas, le contexte projet, donc le contexte du pays, sera pris en compte. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, il peut s'agir aussi d'innovations qui sont, enfin des projets qui sont innovants dans le sens où ils n'ont pas encore été déployés dans un pays parce que les ressources ou les infrastructures, l'organisation du pays ou la situation conjoncturelle font qu'il y a eu des difficultés pour implémenter ce genre de projet. Donc, bien sûr, les contraintes qui pèsent sur le projet sont prises en compte. Ensuite, il s'agira de savoir les lever et de justifier de tous les garde-fous qui permettront de lever toutes ces contraintes et ces incertitudes sur le projet. Mais voilà, bien sûr, les candidatures, elles seront analysées à l'échelle du scope géographique global, c'est-à-dire de l'Afrique subsaharienne. Mais le filtre sera plus, le prisme d'analyse sera bien sûr, prendra en compte des contraintes locales. Il y a aussi Gerson Nyonkuru qui a demandé quelle est la conduite à tenir dans le cas où il y a un vide juridique, si le secteur dans lequel nous évoluons n'est pas réglementé et encadré par la loi. Donc pour le e-commerce, par exemple, chez moi au Congo-Brazzaville, il y a un vide juridique pour toute activité liée au digital. Ouais.
Alors, quelle est la conduite à tenir? C'est la question que je ne comprends pas. Enfin, pour vous, s'il Oui, y a un qu'est-ce vide que... juridique, ouais. le challenge ne pourra pas, malheureusement, venir lever ces difficultés juridiques qui pèsent sur votre business. Et donc, voilà, je ne sais pas trop comment. Ouais, on ne réglera rien de ce côté-là. Il faudra faire avec le contexte tel qu'il est et puis et faire aboutir le projet dans ce cadre-là. Ce n'est pas spécifique au Congo, hein, malheureusement. Alors peut-être que justement, le fait de vous associer à un opérateur public permettra de faire prendre conscience aux autorités que ce vide juridique est un obstacle pour les opérateurs privés et enfin pour certains opérateurs par exemple de l'accès à l'énergie ou de l'amélioration des services liés à l'énergie. Et donc, ce sera l'occasion de faire entendre votre voix auprès des autorités publiques. Mais je pense que la conduite à tenir, c'est de nous envoyer votre candidature et de voir si ce projet peut correspondre aux critères et au cadre du challenge. Voilà, c'est d'essayer quand même, hein, de voir si vraiment s'il y a un mur infranchissable ou pas, mais a priori, d'essayer, quoi. Il y a une précision, en fait, c'est comment remplir le dossier de candidature si certains détails ne sont pas disponibles. En fait, s'il y a certaines catégories du dossier de candidature auxquelles il ne peut pas répondre. Le mieux, c'est peut-être qu'il écrive à l'adresse mail, non, et qu'on règle ça au cas par cas. Voilà. Donc, je vous remets l'adresse mail tout de suite dans le chat. Le plus simple, c'est ça. C'est ça. Avant de finaliser votre candidature et de télécharger sur le site vos documents complétés, il faudra nous contacter, nous dire, lister très clairement, alors pour la question 17, la question 22, la question 43, voilà, j'ai des difficultés à répondre parce que le contexte du Congo-Brazzaville fait que je ne peux pas, voilà, je ne peux pas vous donner d'éléments de réponse. Et donc, on pourra discuter voilà, des différents leviers qui peuvent permettre d'outrepasser ces questions. Alors, il y a une autre question de Claude Hiroulard. Quels sont les leviers de scale-up pour l'opérateur public via, par exemple, l'Union européenne ou la Banque mondiale, cas d'un pays à très faible diffusion d'énergie en rural? Vous parlez de la suite. Bah oui, c'est ce que je comprends. Ce serait du coup hors ce challenge, si je comprends bien. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ce serait, ce challenge permettrait de démarrer quelque chose de plus grande envergure qui serait poursuivi par un autre financement, par exemple. Ça, je comprends, non? Oui, exactement. Je pense que c'est. Pourquoi pas, ouais. C'est ma compréhension aussi. Et en effet, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais la visibilité qu'apportera le fait d'avoir gagné ce challenge sera vraiment, à mon avis, très importante et garante de succès futur auprès d'autres financeurs et d'autres institutions internationales. Oui, ça pourrait être des arguments supplémentaires pour faire aboutir un plus gros projet financé par la Banque mondiale ou un opérateur, un bailleur comme ça. Ouais. Donc on peut peut-être ouais, je pense que tu peux passer à la slide suivante. Ouais. Sur le processus de candidature, justement. Je ne sais pas si Clara, tu veux revenir dessus, par exemple, ou tu as donné les liens. Ouais, alors je vais vous remettre. Donc, j'ai remis les liens juste au-dessus. Donc, vous allez sur le site web du challenge qui est donc sur le site de l'AFD.fr. On vous remet donc dans le chat, on vous remet ce lien. Vous devez donc ensuite remplir le formulaire de préinscription
et télécharger le dossier de candidature pour opérateur énergétique. Vous complétez le formulaire de candidature et préparez les documents complémentaires. Et vous devez soumettre le tout en ligne, donc via le site de l'AFD, avant le 30 juin à minuit. Voilà. Donc, on vous remet tout ça tout de suite dans le chat. Hop. Et donc, le formulaire a déjà été mis aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à télécharger tous les dossiers de candidature. Encore une fois, le plus important, si vous avez la moindre question, c'est vraiment l'adresse mail que je vous ai mis plusieurs fois dans le chat. N'hésitez pas à envoyer vos questions et on y répondra aussi vite que possible. Voilà, je pense que de notre côté, en tout cas, on a répondu pour l'instant à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on peut encore prendre quelques minutes, il n'y a pas de souci de notre côté. On peut peut-être attendre encore 2-3 minutes si certains ont des questions à écrire. Si vous voulez les poser oralement, on peut très bien prendre quelques instants. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Alors, il y a une question de Christelle Michael. Bonjour, j'aimerais savoir ce qu'est la définition d'un opérateur énergétique. Peut-être qu'on peut revenir à la slide du coup où on précisait tout ça. Ouais. Remets le slide. Voilà. Voilà, c'est à gauche là. Donc, alors, je peux répéter. Hein. Donc, une société. Alors, déjà, donc, un opérateur énergétique, on parle d'opérateur énergétique public. Public. Donc, une société ou un organisme public de distribution d'électricité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est au sens général, hein, donc transmission ou génération. Donc, intégré, c'est-à-dire incluant les trois composantes, génération, transmission, distribution, ou alors donc non intégré, donc, un opérateur spécifique de production, de transmission ou de distribution, voire un opérateur de mini-grid, non connecté au réseau, des ISO, donc des opérateurs de système indépendants, on sait en avoir en Afrique, et des entités régionales telles que le WAP, côté ouest, ou le SAPP du côté est, qui regroupe donc compagnies foncières de divers pays, les régulateurs de l'énergie dans le pays, les autorités d'électrification rurale et les organismes publics de préservation des ressources en biomasse. Donc, je pense que c'est exhaustif. Hein, c'est exhaustif. Il y a peu de sujets à interprétation là-dedans, je pense. Si la personne qui a posé la question peut préciser son problème, s'il en reste un, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas prévu, hein, mais je ne vois pas quoi. Très bien. Il y avait une autre question. Dans un même projet, peut-on proposer 2 fournisseurs de technologie où l'AFD pourra choisir et donc que l'AFD choisisse l'un des deux par rapport à leur relation avec ses fournisseurs? Donc, si je comprends bien, c'est qu'en gros, il y a 2 fournisseurs et l'AFD choisit celui qu'elle préfère? Oui. C'est ma compréhension de la question après. Non, mais c'est pas possible, ouais, si c'est la question, c'est pas possible. Non. Hein. Non, le but, c'est vraiment de Vous proposez un projet qui est... Ouais, c'est ça, de proposer un projet qui est déjà
prêt à l'emploi, si j'ose dire, qui est structuré et en aucun cas, l'AFD viendra à votre place choisir votre partenaire. L'AFD viendra comparer des projets de partenariat entre eux sur la base des critères qu'on a énoncés. Mais voilà, c'est à vous de trouver le fournisseur adéquat et de monter un projet qui sera pertinent en fonction justement des qualités des différents porteurs du projet. Et il y a une autre question de Gerson Yankourou. Y a-t-il des formations prévues pour l'ensemble des candidats afin de renforcer nos connaissances sur l'entrepreneuriat? Alors, est-ce que ce sont des formations? Est-ce que la question, c'est si ce sont des formations dans le cadre du challenge ou est-ce que c'est en termes de récompense et d'assistance technique? J'ai compris que c'est dans le cadre des challenges. Ouais. Dans le cadre des challenges, c'est non. Oui, dans le cadre du challenge, on ne propose pas de formation, mais après, il y aura quand même le bootcamp qui permettra aux lauréats d'échanger, etc., mais pas aux candidats forcément. Après, est-ce que je peux vous dire en termes… Oui, pardon, Georges. Non, je pensais à un truc. Dans le cadre de l'assistance, s'il y a besoin d'une assistance sur la partie, cette partie-là, je dirais pourquoi. Moi, je pense que c'est faisable. Oui, dans le cadre de l'assistance technique. Oui. Ouais. S'il y a effectivement une faiblesse, ou une faiblesse entre guillemets de ce côté-là, ça peut faire partie de l'assistance, je pense. Après, si je puis rajouter quelque chose au niveau de la facilité, donc qui est vraiment le programme global dans lequel s'inscrit ce challenge. Nous, on est en train de développer une plateforme en ligne qui sera en ligne donc à la fin de l'année. Et qui va permettre justement de réunir sur cette plateforme beaucoup de documentation sur la digitalisation des acteurs de l'énergie. Et on proposera donc des webinaires, des formations, ce genre de choses. Aussi, on organisera des événements en ligne qui seront ouverts à beaucoup de monde. Donc, il y aura cette possibilité-là peut-être de formation via d'autres aspects de la facilité Digital Energy. Pas via le challenge, mais on aura d'autres possibilités de faire ça. Donc, on vous tiendra au courant quand la plateforme sera mise en ligne. Donc, d'ici la fin de l'année, dans 6 mois à peu près. Il y a d'autres questions qui arrivent. Il y en a une de Marlène Biessi. Est-ce qu'une société de projet regroupant un ministère et ou une commune, ainsi qu'une société privée, est éligible? Si elle a une existence juridique propre, oui. Oui, c'est par exemple ce qu'on dit ici dans l'organisme public chargé de la préservation des ressources en biomasse, ça peut être une autorité ministérielle qui vient épouser, si j'ose dire, un partenaire privé. Faut que cette structure existe juridiquement. Il y a une autre question en termes de définition de l'opérateur. Donc, dans notre pays, un opérateur mini-réseau public est souvent relié ou même effectué par un IPP. Comment allez-vous trancher? C'est-à-dire, est-ce que l'entité se positionnera en IPP ou en opérateur de mini-réseau? Les IPP sont exclus, ça c'est bien clair. Donc, c'est pas possible. Un IPP ne peut pas être attributaire pas gagnant de ce challenge. Il ne peut même pas postuler, ouais. Non. Donc, voilà. Alors oui, alors si votre organisation, c'est un opérateur qui doit être relié par défaut et du fait de la réglementation en vigueur à un IPP, je pense que il faudra voir comment est-ce qu'à l'avenir votre mini-réseau peut fonctionner indépendamment de cet IPP. Et voilà, encore une fois, bon, je pense que je serai un peu moins tranché dessus à ce stade. On vous invite à nous donner de plus en plus d'informations et le contexte et nous écrire pour qu'on comprenne mieux et qu'on voit si les contours du challenge peuvent être un petit peu étirés pour correspondre à votre projet. Mais voilà, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de postuler avec un partenaire et
et de présenter cette candidature-là. Nous, on n'est pas là non plus pour vous rediriger vers d'autres partenaires à ce stade. Donc voilà, posez-nous vos questions, mais dans le cadre d'un partenariat que vous avez déjà en tête. Il y a une question de Kojo à Metowu. Une start-up peut-elle demander la liste des fournisseurs de technologies où ce n'est pas prévu pour sa taille? Et aussi, est-ce que les projets de distribution de kits SHS sont autorisés? Il y a 2 questions là. Oui, alors. Oui, il y a 2 questions. Peut-être pour la partie start-up, c'est l'autre catégorie. Il n'y a pas besoin de fournisseurs de technologie. La start-up peut y aller seule. Donc, vous n'entrez pas dans cette catégorie-là. Vous n'êtes pas dans la catégorie opérateur. Et après, donc, la deuxième question était sur les projets de distribution de kits SHS. Est-ce que c'est éligible? Il faudrait y trouver une innovation et une composante digitale, mais oui, alors pourquoi pas? Oui, c'est éligible dans le cadre du premier thème, hein, accès universel à l'énergie. Quand on parle de système autonome, ça peut être des kiosques, des micro-réseaux, des kits, mais toujours dans le contexte d'un partenariat avec une entité publique. Moi, j'ai en tête, par exemple, le projet CISO au Togo qui associe les opérateurs privés distributeurs de SHS à l'autorité d'électrification rurale du pays, dans le but d'augmenter l'électrification, mais de manière plus distribuée avec des kits autonomes. C'est typiquement un type de partenariat qui est éligible sous la première thématique. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions encore. Il y en a qui aimerait parler là. Oui. Une, non? Oui. Christelle, Michael Ditché aimerait intervenir. Voilà, on vous a donné la parole, normalement, vous pouvez prendre. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour, moi c'est Christelle Michael Ditché. Oui, j'aimerais intervenir là par rapport au fait que j'ai une petite préoccupation. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre vraiment le vrai sens, n'est-ce pas, du terme opérateur. Et c'est-à-dire, je vais faire une différence, n'est-ce pas, entre un opérateur énergétique et une société. Est-ce qu'il y a une différence entre un opérateur et une société? Est-ce qu'un opérateur, c'est quoi exactement le mot opérateur? Parce que je vois là… c'est un gestionnaire, ça peut être un gestionnaire de réseau, un producteur d'électricité, une entreprise responsable de la transmission ou de la distribution d'électricité. Ce sont voilà, les premières entités auxquelles on pense quand on parle d'opérateurs énergétiques. Après, vous avez des opérateurs qui sont des opérateurs de systèmes indépendants, des organisations régionales qui peuvent, voilà, ils sont panafricaines, par exemple, ou sous-régionales qui vont venir comme un power pool. Vous avez des régulateurs de l'énergie, les fameuses aussi autorités d'électrification rurale. Je crois que presque, quasiment tous les pays. Est-ce que les entreprises chargées de la production d'énergie via les panneaux solaires photovoltaïques peuvent être considérées comme un opérateur d'énergie? Si elles sont des entreprises, alors oui, on peut considérer que c'est un opérateur, mais c'est un opérateur qui sera souvent privé. Et donc, c'est ce qu'on appelle les IPP, les producteurs d'électricité indépendants. Et ces entités-là ne sont pas éligibles, comme on l'a indiqué voilà, dans cette slide. D'accord, donc ils ne peuvent pas être éligibles, ceux qui sont les privés alors. Exactement. C'est uniquement les publics alors qui peuvent être éligibles. Les publics en partenariat avec des fournisseurs de technologies privées. Donc, ça peut être un opérateur de distribution publique qui lui-même va s'associer pour certaines régions rurales à des opérateurs de microgrid, donc de micro-réseaux
Ouais, ok. qui sont privés, et Une ben, dernière ils vont question, s'il s'associer. vous plaît. D'accord. Juste une dernière question. C'est que chez nous, ici au Cameroun, par exemple, nous n'avons une seule entreprise de production de l'énergie. Ce sera pas difficile pour nous, n'est-ce pas, de se rapprocher vers eux. Si nous sommes, par exemple, disons, si nous sommes, par exemple, 100 Camerounais qui voudront postuler pour le challenge, et nous n'avons qu'une seule entreprise de distribution de l'énergie, comme nous n'avons qu'une seule. Vous ne trouvez pas que ce sera un peu difficile pour nous de pouvoir participer à ce challenge? Enfin, Parce que chez nous, je pense pas que ce soit plus difficile si vous arrivez avec une proposition de valeur qui saura les convaincre. Si, que l'entreprise soit intégrée verticalement, quand on dit intégrée verticalement, c'est ce que vous dites, c'est qu'on n'a qu'un seul opérateur qui s'occupe de la production, de la distribution, de la transmission. c'est clair, oui. Voilà, à l'intérieur de cette entité, il y aura différentes administrations, différentes personnes responsables. Vous pouvez vous adresser aux personnes qui sont plus en lien, qui sont responsables de la production, par exemple, pour leur dire, ben voilà, là, on a identifié des services qui peuvent vous aider à produire de façon plus renouvelable en intégrant plus d'énergie renouvelable dans le mix qui est produit. Vous pouvez aller les voir dans la distribution en leur disant, en fonction, je ne dis pas vous en particulier, mais d'autres entreprises aussi. On peut aller voir l'entité responsable de la distribution pour leur dire, voilà, nous, on a une technologie qui vient en complément du réseau national servir des populations qui sont dans des zones périurbaines ou rurales qui n'ont pas accès à l'énergie. Et donc, voilà, nous, on vient compléter vos services. Donc, voilà, il y a, à mon avis, différentes façons d'approcher ces opérateurs qui sont intégrés. Et même, j'imagine que c'est la taille qui peut être un peu voilà, problématique parce qu'on a des entités qui sont très grandes et donc aussi peut-être un peu lourdes administrativement. Voilà, il faut trouver les bonnes portes d'entrée et s'adresser à la personne peut-être en charge des partenariats, à la personne qui est active dans certaines réunions avec l'agence d'électrification rurale, par exemple, ou avec le ministre de l'Environnement. Voilà, donc il faut pas non plus abandonner parce qu'on n'a qu'un seul opérateur. Il faut essayer de trouver des solutions avec cet opérateur-là. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. D'accord, merci. Il y a une question encore. Le challenge est étendu sur l'Afrique anglophone, francophone. Les normes de base sur les projets seront-elles régies par la norme appliquée dans le pays bénéficiaire ou y aura-t-il une norme que l'AFD propose? L'AFD propose une norme. C'est ça, ce seraient les normes du pays bénéficiaire, ouais. Tout à fait. Ouais. Alors n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, si vous n'avez pas plus de questions pour l'instant, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail donc contact@afddigitalenergychallenge.com. Je l'ai mis plusieurs fois dans le chat, donc vous pouvez la retrouver. Donc, c'est pour poser toutes vos questions sur le challenge spécifiquement. Si vous avez des questions un peu plus globales sur le programme en général, qui est donc la Digital Energy Facility, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, vous pouvez nous contacter à def@afd.fr. Et donc, la section des questions fréquentes, je vais vous la remettre. Donc, c'est sur la page du site de l'AFD également. Donc, toutes les questions qui nous remontent, qui nous sont remontées, vont être mises sur cette page et elle est mise à jour à peu près une fois par semaine. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement cette page-là. Je vous la remets tout de suite dans le chat.
et l'adresse mail. Donc, voilà. Et puis, voilà, cette présentation, cette session est enregistrée, comme on vous l'a dit au début, et elle sera disponible si vous voulez y revenir ou la transférer à d'autres partenaires ou justement des potentiels partenaires ou des collègues qui pourraient prendre des décisions. N'hésitez pas, on vous fera signe quand les vidéos seront en ligne. Et vous pouvez aussi, donc, le dernier point, c'est donc la brochure qui présente donc toutes les informations qu'on vous donnait là se retrouvent aussi dans la brochure. Je viens de vous mettre le lien pour la télécharger dans le chat. Et donc, c'est une brochure avec des liens les interactifs. Donc, vous pouvez directement cliquer sur les liens qui vous renvoient vers les pages du site de l'AFD, donc les pages du challenge. Donc, voilà, n'hésitez pas à télécharger aussi cette brochure en français. Je pense qu'on peut s'arrêter là, Olivier, Georges, si ça vous va. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. Non, ce que je vois. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous de votre intérêt et de votre participation à ce webinaire aujourd'hui. J'espère qu'on a pu répondre à des questions spécifiques. Et puis, encore une fois, vous trouverez sûrement beaucoup de réponses dans le document de réglementation, de règlement du challenge et sur les différentes pages du site web. Et n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée à tous.